Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et avec toutes vos connaissances bien entendu. Et surtout, en vous y abonnant pour y être informé le plus rapidement possible avec les dernières nouvelles et ceci en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 144e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia débute sa séquence sans se passer décidément de cette Algérie dont la malédiction persiste et signe en passant par la pénurie du pain, d'oxygène, d'eau et de beaucoup d'autres choses de toute première nécessité. Décidément, ce mois d'août est de plus en plus maudit en cette Algérie qui s'emprisonne et qui est vraiment emprisonnée par ces vieux caporaux. Mais entre nous, et à bien y regarder, la malédiction demain de soi-disant hommes d'État s'est imposée de façon très claire, bien avant les fléaux haussiens qui ont frappé ce pays, à travers les feux de forêt en Kabylie, les crises d'oxygène médical de cette dame Covid, toutes deux résurrections à partir de ces variants, ces différents variants, le manque d'eau surtout, et tout dernièrement, la crise qui frappe ce qu'on appelle le khobz, plutôt le khmira ou tout simplement la baguette de pain. Et notre deuxième titre ici se destine au Sahara. Oui, au Sahara, et à ce gaz algérien où le ministre des Affaires étrangères espagnol joue au funambule puisqu'il s'est livré à un exercice, oui, justement, d'acrobate sur la question du Sahara et l'approvisionnement du marché espagnol en gaz, multipliant les messages d'apaisement pendant que le Maroc prépare la visite du chef du gouvernement ibérique dans les prochaines semaines. Cependant, en ce qui concerne le troisième titre que nous aborderons ici de cette affaire relative à ce pseudo-chef du Polisario, le juge espagnol chargé de ce dossier soupçonne une rétention d'informations de la part des affaires étrangères espagnoles pendant que ce MSP, c'est-à-dire ce mouvement sahraoui pour la paix en Mauritanie, chez ceux qui sont appelés les amis de ce Polisario. Donc il lui rend une petite visite, disons-le ainsi. Et d'emblée, ce quatrième titre se réserve et aborde à cette crise Algérie-Maroc où apparemment, une convergence soudaine des diplomaties iraniennes et algériennes se dessine davantage encore et de jour en jour à cause de ce qui reste de ces relations entre cette Algérie et le Maroc, puisque un politicien israélien ici menace sans détour aucun l'Algérie elle-même, ou plutôt ses dirigeants. Et enfin, cinquièmement, nous terminerons cette séquence
par le refus catégorique de la France d'extrader le président du gouvernement kabyle vers l'Algérie, tout simplement. Et donc, chers amis, commençons, si vous le voulez bien, par ce premier titre relatif à cette Algérie, par le biais de cette malédiction de la pénurie de pain, d'oxygène, d'eau, etc. Et la liste est longue, sans limite et non exhaustive. En effet, des petites misères qui sont venues s'incruster aux grèves, le hirak, le chômage et la paupérisation de plus en plus évidente des citoyens algériens avec les flambées des prix, les pénuries de denrées de base, etc., etc. Et la liste est longue. Avec tous ces ingrédients conjugués à la crise qui sévit en Algérie et qui ont marqué la vie publique en cette Algérie, convenons-en, nous sommes au bord de l'explosion sociale à ce qui se nomme fièrement l'Est de l'Éden. Oui, l'Est de l'Éden. Peut-être cela a été autrefois, mais aujourd'hui, cela reste une interrogation, en tout cas pour ses habitants. Cela a débuté clairement quand ce brave petit abbé, oui, rappelons-en, ce petit abbé, ce Boutef, qui devint légume par après pour ces généraux, ou plutôt, excusez-moi, des caporaux en détresse, ouvrant ainsi d'une folle obstination à vouloir briguer un énième mandat, la voie au Hirak. Et puis ça s'est accentué avec l'avènement d'un pseudo-président formaté et reformaté en un logiciel militairement débile, une marionnette quoi, mal élue et au nom patronymique, excusez-moi, imprononçable. Mais la situation politique, économique et sociale de l'Algérie, qui s'aggrave de jour en jour, entraîne clairement la paupérisation de couches entières de la population, de cette pauvre population algérienne qui continue de subir et surtout de crever le fond de la dalle. Oui, très simplement de crever le fond de la dalle. Alors que, quant au deuxième point qui nous concerne ici, ce ministre espagnol des Affaires étrangères tente de rassurer l'opposition de la droite plurielle, dite plurielle, et ses alliés de la coalition Unidas Podemos au sein du gouvernement de gauche sur la position de son pays sur bien évidemment, le Sahara marocain. En effet, depuis le discours du roi Mohamed VI, le 20 août dernier, plusieurs voix ibériques ont mis en garde ce Pedro Sánchez, ce chef du gouvernement, contre une éventuelle, entre guillemets, reconnaissance de la marocanité du Sahara. En témoigne l'avertissement lancé par le chef du Parti populaire, ce Pablo Casado. L'Espagne travaillera toujours dans le cadre des Nations Unies. La relation entre le Maroc et l'Espagne est un cadre riche et large d'intérêts de toutes sortes, a souligné José Manuel Álvarez, ce ministre des Affaires étrangères, dans une interview accordée à la Vanguardia. Le dossier du Sahara, en fait, partie, et il y en a beaucoup d'autres. Il faut voir la relation entre l'Espagne et le Maroc dans toute sa globalité, a-t-il précisé. Ce ministre a par ailleurs reconnu avoir eu une conversation téléphonique avec son homologue américain, sans mentionner si le différend territorial a été au menu de ces entretiens. Et ce José Manuel Álvarez a indiqué qu'avec Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, nous avons abordé toutes les questions d'intérêt commun qui sont
nombreuses. En ce qui concerne le Sahara, ce qui est important, c'est la centralité des Nations Unies. Par conséquent, l'Espagne craint de payer le prix de la rupture entre Alger et Rabat, car contrairement à son prédécesseur aux commandes de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez s'est gardé de pointer du doigt la reconnaissance par l'administration de Donald Trump le 10 décembre dernier de la marocanité du Sahara. Une position qui devrait satisfaire la partie marocaine, puisque Rabat revendique aussi le leadership exclusif de l'ONU quant à l'examen du différend territorial. Son représentant permanent aux Nations Unies, Omar Hillel, a d'ailleurs réaffirmé vendredi dernier la disposition du royaume marocain à prendre part au processus de négociation sous l'égide de l'ONU, donc des Nations Unies. Le réchauffement constaté sur l'axe Rabat-Madrid intervient en pleine rupture des relations entre le Maroc et l'Algérie. Un événement auquel le voisin ibérique n'est pas insensible. Nous avons toujours eu une relation extraordinaire avec les deux pays. Justement, ces deux pays sont des partenaires très importants pour nous et les deux sont des pays amis, car ce sont deux grands pays. Nous allons travailler pour l'entente, a répondu ce José Manuel Álvarez sur un ton complètement diplomatique. Quant à l'impact de cette nouvelle crise entre les deux voisins ennemis sur l'approvisionnement en gaz du marché espagnol, le ministre des Affaires étrangères a tenu à rassurer les consommateurs ibériques. Cela fait plusieurs jours que je discute avec nos amis algériens et je pense que les Espagnols peuvent être sereins sur l'approvisionnement en gaz parce que ce gouvernement défendra toujours les intérêts de l'Espagne. Nous discutons et analysons la situation avec l'Algérie et ne nous précipitons pas, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, a-t-il précisé. Pour mémoire, l'ambassadeur espagnol à Alger a abordé cette question jeudi dernier avec le ministre algérien de l'énergie et des mines. Fermons ici ce paragraphe puisqu'il n'en est sorti que des bribes d'informations jusqu'ici, sans omettre qu'à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple du 20 août dernier, Mohamed VI a annoncé une nouvelle étape dans les relations maroco-espagnoles. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements, avait-il déclaré lors de son discours. Le journal espagnol, El Espagnol justement, a annoncé que le roi du Maroc avait donné ses instructions pour préparer la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Maroc, dans les prochaines semaines, signe de la bonne reprise, paraît-il, des relations bilatérales, après 4 mois de crise tout de même. La visite du dirigeant espagnol devrait amorcer la relance de la coopération entre les deux pays, après que l'accueil, rappelons-le, en catimini, c'est-à-dire en cachette du secrétaire général du Front Polisario, ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, pour son hospitalisation en Espagne, ait provoqué cette rupture entre les deux pays. Selon le journal espagnol, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, cette Arantxa González Laya, avait tenté de joindre l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Ben Aïch, 10 fois de suite, sans obtenir de réponse
de la représentante du royaume marocain. Troisièmement, dans notre séquence, toujours pendant ce temps, le chef du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, ce Rafael Lasala, soupçonne le diplomate, un certain Camilo Villarino, ancien chef du cabinet de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, d'avoir caché des informations au deuxième chef d'état-major général de l'air, un certain Francisco Javier Fernández Sánchez. Cette rétention présumée aurait permis de faciliter l'entrée en Espagne de ce pseudo-chef du Polisario, Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Batouche, le 18 avril dernier, rappelons-nous, sans contrôle de la douane ni des services de l'immigration. Des sources judiciaires citées par OK Diario indiquent que le magistrat a analysé les messages échangés entre ce Camilo Villarino et le commandement militaire, attestant que le lieutenant général ne connaissait pas l'identité du chef du front Polisario lors de l'atterrissage à la base de Saragosse. Donc c'était silence radio, motus et bouche cousue. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu et surtout je n'ai rien dit. Et pourtant, c'était le bras droit de cet Arantxa González Laya, ce Camilo Villarino, fait ainsi l'objet d'une enquête pour son rôle clé dans l'entrée de ce rallye visant à permettre aux chefs séparatistes d'être hospitalisés comme ils le voulaient et surtout comme voulait cette junte militaire en Algérie, telle qu'organisée, et là où ils le voulaient, c'est-à-dire à l'hôpital de Logroño, et ceci sans identification. Dans une réponse au juge de Saragosse, ce Camilo Villarino a reconnu tout de même qu'il exécutait des directives de l'ancien chef de la diplomatie. Oui, il reconnaît qu'il exécutait des directives de l'ancien chef de la diplomatie espagnole. Rappelons que ce chef du cabinet a été limogé. Après le remplacement de cet Arantxa González Laya par ce José Manuel Álvarez, nouveau ministre des Affaires étrangères espagnol. Le lieutenant général Francisco Javier Fernández a ajouté dans une lettre adressée au juge que l'ordre du diplomate Camilo Villarino a été non seulement transmis par téléphone, mais également reçu par SMS, transmis par le concerné. Donc, des traces existent, des preuves évidentes. Et le contenu des échanges a montré que le commandement militaire ne connaissait pas l'identité de la personne qui voyageait à bord de l'avion. Le média espagnol ajoute que le 13 septembre prochain a été fixé comme nouvelle date pour la déposition du général de corps d'armée pour savoir si le ministère des Affaires étrangères a induit en erreur un membre du ministère de la Défense dans le but d'effectuer des actions ayant provoqué la crise diplomatique avec le Maroc. Wait and see, attendons pour voir. Alors qu'une délégation du mouvement sahraoui pour la paix, conduite par son secrétaire général, El-Haj Ahmed, effectue depuis quelques jours une visite en Mauritanie. Après des négociations, des grands partis ont accepté de recevoir la mission de l'organisation dissidente à la ligne politique du Polisario. Les membres de ce MSP, ce mouvement sahraoui pour la paix, ont été reçus par le président du Rassemblement des forces démocratiques, RFD, Ahmed Ould Daddah, le frère du premier président de la Mauritanie.
Les entretiens ont porté sur une solution pacifique, entre guillemets, de la question du Sahara marocain, indique ce MSP, donc ce mouvement sahraoui pour la paix, dans un communiqué. Et le RFD défend sa neutralité sur le dossier du Sahara, car la formation avait d'ailleurs ouvert son siège en mars dernier à Mustafa Bachir Saïd, alors en tournée à Nouakchott, avec l'épisode du blocage du passage d'El Guergueret par des éléments du front et sa libération à la circulation des personnes et des biens, ensuite par les FAR, ces forces armées royales marocaines. La délégation du MSP, le mouvement sahraoui pour la paix, a eu également une entrevue avec le secrétaire général de l'Union des forces du progrès, l'UFP, ex-communiste, Mohamed Ould Mouloud, un parti qui affiche publiquement son soutien aux positions du Polisario. D'ailleurs, des membres de l'UFP, Union des forces du progrès, avaient participé au 15e congrès du Front organisé en décembre 2019 à Tiferiti, à l'est du mur des sables. En revanche, le RFD, le Rassemblement des forces démocratiques de Ouldedda, avait décliné l'invitation. Cette tournée du MSP, du mouvement sahraoui pour la paix en Mauritanie, devrait compenser en partie l'absence de visite des partis marocains en apportant un son de cloche différent à celui du Polisario. Le mouvement sahraoui pour la paix, MSP, est à la recherche d'une reconnaissance de légitimité internationale ou régionale. Et le déplacement en Mauritanie répond à cette ligne politique. Cette visite intervient alors que le président de l'Alliance populaire progressiste, cette APP, M. Ould Boulkheir, a alerté d'un projet ourdi par l'Algérie et le Polisario, visant tout simplement à encourager la scission pure et simple du nord du pays, c'est-à-dire le nord de la Mauritanie. Mais pour l'heure, des négociations sont menées pour convaincre un haut officiel mauritanien de recevoir la délégation du mouvement sahraoui pour la paix, MSP, conformément à la position neutre de Nouakchott sur le conflit du Sahara. Le quatrième point de votre séquence ici, c'est aussi pencher sur le pourquoi et le comment, juste après 3 jours de la nomination de ce Hussein Amir Abdul Hayyan, nouveau ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie de l'Algérie, ce Ramtan Lamamra, s'est empressé, mais rapidement, de lui adresser un message. En effet, ce Ramtan Lamamra a affirmé sa disponibilité, comme par hasard, à développer la coopération dans divers domaines afin de renforcer les relations fraternelles entre les deux pays, ce qu'indique l'ambassade iranienne à Alger sur Twitter. Une preuve de plus, attestant que l'axe Alger-Téhéran fonctionne bien. Au lendemain de l'annonce de ce même Ramtan Lamamra de la rupture des relations avec le Maroc, l'Iran a apporté son soutien, bien évidemment, à cette décision. Les questions soulevées par ce Ramtan Lamamra lors de son point de presse du 24 août dernier méritent de recevoir une réponse appropriée aux préoccupations de l'Algérie concernant les menaces sécuritaires et les atteintes à son unité et à sa souveraineté, a indiqué l'ambassadeur de Téhéran à Alger, ce Hussein Michalji, dans une interview accordée à un média algérien. Le diplomate a par ailleurs couvert d'éloges le soutien algérien à la lutte du peuple palestinien, alors que certains
coopère et se range du côté de l'entité sioniste, en allusion à un certain Maroc qui a normalisé ou renormalisé ses relations avec Israël. À titre de simple rappel, ici, les relations entre Rabat et Téhéran sont rompues depuis le 1er mai 2018. Juste un petit rappel. Par ailleurs, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, décidée le 24 août dernier par les autorités algériennes, continue de défrayer la chronique. Ce n'est pas encore fini. Et parfois avec des glissements dangereux, comme celui d'un responsable politique israélien qui est allé jusqu'à menacer l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, il est allé jusqu'à menacer purement et simplement cette Algérie dirigée par cette junte militaire. Et dans un tweet publié en langue arabe, excusez du peu, dimanche 29 août dernier, il a menacé ce pseudo-chef de l'État algérien, c'est-à-dire cet athée. Entre guillemets, il dit ceci: si cet athée ose attaquer le Maroc, il aura affaire à Israël. Et Israël ne plaisante pas, a tweeté Meyer Masri, qui est également expert en relations internationales en Israël. Ce responsable israélien ne s'est pas contenté uniquement de ce tweet. Non, le lendemain, mardi, il a publié un nouveau tweet pour réagir à ceux qui l'ont critiqué pour son premier tweet. Et il affirme: je dis aux mercenaires, oui, je dis aux mercenaires de cet athée qui m'attaque depuis ce matin, le Maroc est une ligne rouge, a en effet affirmé ce Meyer Masri. Il est tout de même à noter que ce responsable politique israélien ne fait pas partie du gouvernement et ne s'exprime pas au nom de l'État israélien. Quant aux motivations de ce Meyer Masri, elles restent pour l'instant inconnues. Rappelons que l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc le 24 août dernier pour protester contre, soi-disant, des actes hostiles, entre guillemets, selon les accusations des autorités algériennes. Ces autorités algériennes accusent également Israël de complicité et le Mrzen marocain est notamment accusé de soutenir des organisations que l'État algérien a récemment classées, selon eux, comme, entre guillemets, terroristes. Et, chers amis, c'est ce qui nous amène à notre cinquième et ultime titre de notre séquence d'aujourd'hui, en relatant le refus catégorique, pur et simple, de la France d'examiner la demande du gouvernement algérien d'extrader ce Farhat Mhenni, président du gouvernement provisoire kabyle, et le leader du MAK, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Une organisation qui s'est formée en France pour réclamer tout simplement l'indépendance du territoire vis-à-vis de l'Algérie. Un responsable du gouvernement français qui a demandé à garder l'anonymat a déclaré que la demande algérienne avait été rejetée dans la forme et dans les détails, l'accusant d'être impliqué dans le meurtre de Jamal Ben Ismaïl, Allah yarhamou. Les autorités algériennes espèrent obtenir l'extradition du chef du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce MAK, qui vit en France sous le statut de réfugié depuis une vingtaine d'années. La justice algérienne a lancé un mandat d'arrêt international contre Farhat Mhenni, chef du MAK, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. On ne le répétera pas assez. Une organisation classée terroriste par les autorités algériennes.
dans une conférence de presse tenue jeudi 26 août dernier à Alger, le procureur de la République a indiqué que Farhat Mehni est poursuivi pour l'assassinat excusé de peu. Farhat Mehni, à partir de Paris, qui a assassiné ce pauvre jeune Jamal Ben Ismail, survenu, ce qui est devenu historique, un mercredi 11 août, une date donc historique, et un assassinat survenu à l'Arba'a Nathiratan, en Kabylie. Pris pour un pyromane, ce jeune homme a été arrêté par la police, puis remis à une foule délibérément en colère, lynché par une foule hystérique, poignardé à mort avant que sa dépouille ne soit profanée et brûlée sur la place publique. Réfugié politique en France depuis 2 décennies, ce Farhat Mehni a fondé en 2002 le MAC, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dans la foulée du printemps noir en Kabylie, oui, rappelons-le, du printemps noir en Kabylie, qui a fait quelques 126 victimes entre 2001 et 2003, en moins de 2 ans. Le mouvement a d'abord prôné l'autonomie de la Kabylie, avant de se transformer en une organisation purement et simplement séparatiste. En juin 2010, Farhat Mehni a mis en place un gouvernement kabyle provisoire en exil. Lui, en tant qu'ancien chanteur, engagé, militant de la cause berbère depuis les années 70, Farhat Mehni était un membre actif du parti laïque d'opposition RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, un parti fondé en 1989. En raison de divergences politiques avec Saïd Saadi, fondateur de ce RCD, de ce Rassemblement pour la culture et la démocratie, il quitte cette formation au milieu des années 95 pour poursuivre sa carrière de chanteur et de militant indépendantiste. En 2006, un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui par la justice algérienne, en tout cas une pseudo-justice, présente principalement en Kabylie. Les militants du MAC organisent chaque année des marches et des manifestations pour commémorer le printemps berbère de 1980 ou encore la révolte du printemps noir de 2001. Régulièrement, d'exiger la sortie. Donc, régulièrement, et aussi d'exiger la sortie de l'occupation algérienne. Oui, vous avez bien entendu, d'exiger la sortie de l'occupation algérienne de la région kabyle et d'appeler à l'indépendance de toute la Kabylie vis-à-vis de l'Algérie, pour ne pas demander tout simplement l'indépendance du peuple algérien de 45 millions qui sont opprimés dans leur pays, occupés par cette junte militaire, où toute la population font l'objet d'interpellations, de menaces, d'intimidation de la part des services de sécurité, et ceci quotidiennement et à chaque instant. À l'étranger, les militants de cette Kabylie, ou ces Kabyles militants, sont particulièrement actifs en Europe et au Canada. Et la télévision algérienne a diffusé des reportages à plusieurs reprises, accusant de vouloir semer le chaos et la destruction en Algérie. L'émission est également revenue sur les supposés liens politiques et financiers entre Farhat Mehni et Israël. Et de son côté, ce Farhat Mehni qualifie le pouvoir algérien de régime
colonial. Oui, il le qualifie tout simplement de régime colonial et il ne cache pas ses liens avec Israël où il s'est rendu en mai 2012. Ce voyage de 5 jours a été organisé par un certain Jacques Kupfer, en charge des relations extérieures du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, et réputé proche de l'extrême droite israélienne. Et depuis son installation en France, ce Farhat Mhenni a obtenu l'asile politique et renoncé à sa nationalité algérienne. Il affirme toutefois avoir renoncé à ce statut de réfugié et à se contenter uniquement, mais uniquement de sa nationalité kabyle. Donc, il voudrait faire de cette Kabylie un État, pour ne pas dire une nation. Et voilà, chers amis, donc c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un grand plaisir au travers de votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Mais surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout. Et mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Mararibia en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, afin d'être informé le plus rapidement, avec les dernières nouvelles, bien entendu. Et n'oubliez pas non plus de partager au grand maximum autour de vous, partout où vous y êtes, vos séquences vidéo de votre chaîne. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis, chers adeptes de la chaîne. L'Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.